je vais commencer. Bonjour tout le monde, on est très content de vous avoir ici sur notre formation sur les bons à utiliser, nos consignes pour le signalement avec les violences basées sur le genre et à caractère sexuel au Canada. Mon nom c'est Farah Khan, je suis PDG de Possibility Seeds et je suis très contente d'être ici avec vous ici aujourd'hui. Bien sûr, c'est une longue discussion qui a été entamée au sujet de ces actes de violence et comment on a discuté en médias, puis on va pouvoir rentrer dans les détails de cette conversation aujourd'hui. Notre formation aujourd'hui, c'est important de noter que notre travail aujourd'hui a lieu sur plusieurs différents territoires traditionnels des peuples autochtones. Présentement, je suis sur le territoire des Mississaugas of the Credit, les Anishinaabe, les Chippewa, Haudenosaunee et des peuples Wendat. Et c'est maintenant la résidence d'une diversité de personnes des Premières Nations, Inuit et Métis. Toronto est recouverte par le traité 13, une entente qui a été faite entre Mississauga of the Credit et les Williams Treaties qui ont signé par plusieurs différentes Mississauga et Chippewa pour partager les ressources et cet accord a été brisé par les colons européens. Nous avons vu que le processus de colonisation continue encore de nos jours à travers des actes tels la stérilisation forcée des femmes autochtones, l'épidémie des femmes et filles autochtones disparues et assassinées, la surreprésentation des enfants autochtones dans le service de protection de la jeunesse, la criminalisation et judiciarisation des peuples autochtones, qui mène à leur surreprésentation en prison. Et en se rassemblant pour répondre aux expériences de violence basées sur le genre, il faut reconnaître que c'est une lutte décoloniale. On ne peut pas les séparer. Soutenir la décolonisation et la souveraineté autochtone, c'est une partie cruciale de notre travail. Créer une culture de consentement et redevabilité. Je vous encourage à relire tous les appels à l'action qui ont été inclus dans le rapport final du enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées. Un peu plus au sujet de notre journée aujourd'hui, c'est une partie de notre série de formations, de partage des compétences où nous discutons de nouvelles pratiques et stratégies pour répondre aux violences à caractère sexuel et basées sur le genre à travers les différentes institutions de notre pays. Aujourd'hui, dans notre discussion, nous avons Brianna Snow, Robin Doolittle, Alicia Hassam et Shannon Giannatsopoulos pour discuter des consignes, comment discuter ces actes de violence dans le média et dans le domaine de journalisme. Vous allez pouvoir télécharger ces consignes et on serait très intéressé de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et c'est une partie d'une conversation plus large au sujet de comment discuter de ces enjeux dans les médias et à travers la pratique du journalisme. Cette discussion, c'est une partie du projet de Possibility Seeds qui est dirigé par le projet de Courage d'Ajour, qui essaie de créer des espaces de travail qui sont équitables et sécuritaires. Le Courage d'agir, c'est une initiative sur plusieurs années pour répondre aux violences basées sur le genre sur les campus postsecondaires à travers le Canada. C'est bâti sur les recommandations qui sont incluses dans le rapport Courage d'agir, développer une cadre national pour répondre et prévenir les violences basées sur le genre à les institutions postsecondaires. Nous rassemblons plus de 170 experts, expertes, militants, militantes, et leaders à travers le Canada pour répondre à ces enjeux. Je veux reconnaître aussi nos bailleurs de fonds, incluant le gouvernement fédéral du Canada.
une chose que je veux noter au sujet de le soin de soi, le self-care. Nous en avons discuté beaucoup sur l'équipe pendant que nous travaillons sur ces guides. C'est un travail qui est très intense. Un travail sur les enjeux de violence basée sur le genre. Ça peut être très émotif. Ça peut frapper fort pour beaucoup de personnes. Alors, c'est important de nous écouter, de vous écouter soi-même dans participant dans cette conversation. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu à vivre de telles violences ou qui connaissent des proches qui en ont vécu. Mais bien sûr, il faut se rappeler qu'on peut toujours fermer nos caméras, aller chercher de l'eau. C'est important d'écouter notre corps, voir qu'est-ce qui survient pendant que nous en discutons et toujours trouver du soutien quand nécessaire. Les questions d'accessibilité, vous avez accès à un sous-titrage en direct. Nous avons aussi l'interprétation disponible vers le français qui est disponible en bas de votre écran. On va aussi avoir une formulaire d'évaluation qui va être disponible à la fin de la séance et ça nous aide beaucoup à savoir comment vous avez vécu cette séance, comment les améliorer et on va pouvoir envoyer des liens aux enregistrements pour pouvoir le visionner par après aussi. Je suis très excité maintenant d'introduire tous nos panélistes. Nous avons Aubriana Snow, qui est responsable, spécialiste dans les relations de partenaires à Courage d'agir. C'est une écrivaine féministe de descendance migrant et européenne. Très content de l'avoir ici. C'est aussi Robin Doolittle, qui est membre d'une équipe d'enquête à Globe and Mail, qui a gagné le Michener Award 2 fois. Son investigation Unfounded a exploré la façon que les services de policiers à travers le Canada répondent aux cas de violence sexuelle et a amené à un changement politique de formation des pratiques policières à travers le pays. Son nouveau livre, Had It Coming, What's Fear in the Age of Me Too, a été reconnu pour le prix RBC Taylor. Alicia Hasham est une journaliste à Toronto qui est en train de couvrir l'élection pour le maire. Avant ça, elle a passé plusieurs années à écrire au sujet des cours, le crime pour le Star. Elle a gagné le prix Landsberg en 2021 avec sa collègue Wendy Gillis. Et je trouve que c'est une excellente journaliste à avoir ici avec nous pour cette discussion. Shannon Gianna Tspoulou est la co-éditrice de le guide original au sujet des bons mots, Use the Right Words, ainsi que le guide qui a été mis à jour. Elle est en train de faire un doctorat dans l'éducation en justice sociale. Elle est présentement gestionnaire du DEI à YMCA Canada et spécialisée en recherche, communication et gestion de projets dans un cadre anti-oppressif. Elle est aussi responsable pour une consultation anti-oppressif. Et elle était une des cofondatrices de Femifesto. Et je suis Farah, vous me connaissez. Nous allons débuter notre discussion. Nous allons donc fermer les diapositives et débuter notre conversation. Je voulais commencer. Première question, qu'est-ce qui vous amène de la joie dans votre travail présentement pour répondre à la réalité de la violence sexuelle dans le domaine du journalisme? Pour moi, ce qui m'amène de joie, c'est d'avoir la chance de s'engager, de partager dans un espace d'apprentissage avec beaucoup de personnes qui peut-être n'étaient pas au courant des vax et les intersections, et donc d'y apprendre, et même les personnes qui en connaissent déjà, puis pouvoir bâtir des relations avec différentes personnes, c'est très puissant, ça amène beaucoup de joie et ça me motive beaucoup dans mon travail. Je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci. Oui, merci, Alisha. Je suis une personne optimiste
de nature que des fois, c'est une surprise pour certaines personnes parce que je passe beaucoup de temps dans les cours à répéter toutes sortes de choses terribles. Mais ce qui m'amène la joie, c'est de voir le changement que nous avons vu. Ça fait 10 ans que je travaille dans la système judiciaire sur des reportages, puis je vois vraiment des changements qui ont eu lieu. Des fois, on peut se fâcher avec des situations particulières, mais ça m'amène de la joie de voir que nous pouvons avancer puis améliorer les choses. Et Shannon, pour toi? Pour moi, il y a beaucoup de choses. Il y avait une journée récemment où Tory Lanez était refusé un nouvel procès et Trump a été trouvé coupable. Ben, je suis abolitionniste, mais j'ai quand même apprécié cette journée. Et alors, j'espère que leurs victimes sont en train de trouver de la guérison. Ce qui me donne la joie, c'est de voir la continuation de ce processus. Ça a débuté, alors c'est la première guide en 2015, de voir que ça continue d'être pertinent, ça continue de vivre, ça me démontre à quel point les féministes sont déterminés et vont continuer de pousser pour une culture du consentement. C'était vraiment une belle journée, Shannon. Je pense que Evan Rachel Wood a aussi perdu dans son procès contre Marilyn Manson. C'était vraiment une très belle journée. Robin, qu'est-ce qui t'amène de la joie dans ce travail? Aujourd'hui, je suis tellement excité que vous êtes finalement en train de lancer cette guide mise à jour. Je l'ai toujours trouvé très important. Je travaillais au journal à ce temps-là, puis ça a eu beaucoup d'impact et cette pratique qui était en place beaucoup, pour tous les journalistes, même moi-même, que ça soit une agression sexuelle présumée, mais pas pour d'autres. On n'utilisait pas le même langage pour d'autres sortes de crimes. Alors, ça nous a causé à réfléchir, ça a eu beaucoup d'impact. Je sais que ça va continuer d'avoir des impacts. Je pense que c'est important que cette ressource soit disponible. Tout le monde est ici présentement. C'est un levier très petit. Il y a un élément ici de qu'on parle aux convertis, mais il y a beaucoup de journalistes qui vont avoir la chance de s'asseoir avec ces guides plus tard si il ou elle n'était pas capable d'être présent avec nous aujourd'hui. Donc, c'est un travail crucial et merci à tout le monde qui a mis de l'effort à sa production. C'est vraiment bien d'entendre ça. Merci beaucoup. Shannon et moi, bon, on ne s'est pas rencontrés, mais on a commencé à travailler sur ce projet en 2011. Puis juste de voir à quel point que les discussions, les conversations ont changé dans les dernières décennies et les façons qui n'ont pas changé. Donc, on a vu, par exemple, les choses avec Johnny Depp et la façon qui était célébrée, certains médias qui ont pris cette histoire et d'autres qui l'ont pas. Ça nous montre qu'il y a beaucoup de travail à faire. Robin, tu as beaucoup fait pour avancer cette discussion. On en a parlé dans ton biographie, le travail que tu as fait avec ton reportage Unfounded. C'est quoi les choses les plus importantes que tu as appris pendant cette enquête? Et tu as écrit un partie du guide au sujet des bons mots à utiliser suite à votre expérience avec ce reportage. Je suis vraiment fier du série de Unfounded, le changement que ça a provoqué. Mais pour moi, personnellement, en tant que journaliste, c'était une expérience d'apprentissage très intense. Je débute ma section du guide avec le plus grande erreur que j'ai fait dans Unfounded, le premier entrevue que j'avais fait. Donc, j'avais une journaliste qui travaillait sur des enjeux avec la police, avec le système judiciaire. J'avais beaucoup d'expérience à faire des entrevues puis trouver les faits, mais j'avais jamais eu à interagir avec une reportage qui prenait les traumatismes en compte. Je pensais que je suis une professionnelle, je suis une personne gentille, je vais faire comme je suis d'habitude. Et j'ai écrit au sujet de la manière que j'avais vraiment fait une erreur dans cette entrevue, puis ça n'a pas fonctionné. J'ai jamais eu la chance de l'inclure dans mes reportages. Mais j'avais fait une pré-entrevue avec l'individu. Ce que j'aime faire, c'était
Ce n'est pas sur le record. Il y avait une personne là qui offrait du soutien. Je fais toujours des pré-entrevues pour leur donner une chance de discuter des questions, de discuter du processus. Donc, quand c'est assis pour l'entrevue formelle, j'ai pris pour acquis qu'on avait déjà fait ce travail, puis j'ai sorti mes carnets de notes, puis j'ai dit, bon, la journée qui s'est arrivée, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que tu portais? Qu'est-ce que tu avais mangé pour le déjeuner? Qu'est-ce que tu as dit à ta mère quand tu sortais de chez vous? Puis j'ai vu que c'est complètement retiré. Elle est très mal à l'aise. Je comprenais pas vraiment pourquoi et j'ai vu qu'il fallait que j'arrête. J'ai dit, bon, on va prendre une pause, c'est pas le bon moment. Donc, clairement, j'avais fait exactement ce que j'ai montré à travers mes reportages, que les mêmes erreurs que les polices y font, de aller de manière chronologique, de revivre les détails. Puis ce n'est pas un service pour mes lecteurs ni pour ma source. Alors, j'ai appris à ce moment-là, puis à travers ces reportages au sujet de l'importance d'amener la personne qui fait la plainte, de l'accompagner à travers le processus. Ça ne veut pas dire que vous ne devrez pas évaluer ce qui est dit de manière intentionnelle. Moi, ma responsabilité, ce n'est pas de croire quelqu'un dans le moment, mais de prendre tous les faits puis de les écouter entièrement. La meilleure chose que je peux faire pour vous en racontant votre récit, c'est de faire une enquête complète. Puis tout le monde, oui, mais bien sûr, qu'est-ce que je peux faire pour vous assister? Quel dossier, documentation est-ce que vous avez besoin? Vous faites une évaluation de les faits avant de le publier. Si ils sont mal à l'aise c'est quelques semaines en avance, puis bon, je me sens pas bien, je veux pas participer, mais il y a pas de problème, on vous retire de la question. Donc, c'était une longue réponse, mais c'était un grand apprentissage pour moi et j'espère aider d'autres journalistes à éviter ces erreurs. Mais je pense que c'était tellement important que tu inclus pas juste les succès, mais les défis aussi. Et j'ai beaucoup apprécié ton honnêteté dans le pièce que tu as écrit. Je sais que tu travailles avec des personnes survivantes. J'ai fait des connexions entre toi et les personnes survivantes et donc de vraiment faire cette vérification après de voir, c'est ça que j'ai compris, ce que j'ai entendu, ça bâtit beaucoup de confiance. Alisha, je sais que tu as fait beaucoup de euh, reportage aussi et tout le tweet en direct que vous faites. Et des fois, j'ai même vérifié avec toi à travers des messages privés pour voir si ça va bien. Donc, peut-être qu'on pourrait discuter de cet procès récent qui était un des plus de profil depuis Jen Kamashi. Alors, qu'est-ce que tu as appris à travers cet reportage, cet procès? Je voulais simplement faire un peu de pouce sur ce que Robin avait dit, le processus de reportage. J'ai beaucoup appris d'elle et de lire les écrits par d'autres personnes comme Farah. Qu'elles ont l'air, leur état émotif, si tu penses qu'ils sont tristes ou peur, s'ils ont de la difficulté à se prononcer leurs paroles, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le public ne peut pas voir ces choses-là eux-mêmes. Puis cette idée qu'ils utilisent
dans les cours, des fois, la vraisemblable du moment qui est très subjectif et vous essayez de communiquer ces informations euh, de manière assez succincte. Puis, tu sais, quand on fait des enfilades de tweets en direct, ce que je n'étais pas mon idée au début de le faire, puis il faut faire des décisions très rapidement. Mais j'ai commencé à le faire, mais il y a beaucoup de valeurs parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne peuvent pas rentrer dans un reportage à la fin de la journée. Donc, quand on fait journalisme dans le cours, il y a des décisions très rapides qu'il faut prendre pour les détails inclure, les informations inclure. Donc, on fait un reportage qui est informé ou qui prend en compte les traumatismes. On entend beaucoup de détails qui peuvent être très crus dans un procès. Donc, c'est très différent que quand on fait une entrevue où c'est un procès, on est à l'aise, on peut prendre des pauses, mais quand on est dans un processus judiciaire, les personnes n'ont pas cette possibilité-là. Ça peut être très adversarial. Alors, c'est à moi de décider c'est quoi le niveau de détail à inclure dans ce que je rapporte pour communiquer à quel point quelque chose était sérieux, la gravité de l'acte en étant conscient que quelqu'un est en train de vivre revivre un des pires moments de leur vie et de considérer de la sensibilité de leur famille. Je suis dans cette salle à tous les jours. Je vais voir cette personne à plusieurs reprises, voir leur famille. Il faut se rappeler que c'est des êtres humains. Zoom, ça peut être très euh, ça peut briser cette connexion. Et ça m'est déjà arrivé que j'ai écrit un reportage et je pense que je l'ai bien fait. Puis des personnes ils vont pas être contentes, puis ils vont me le communiquer, puis j'ai besoin de les écouter à ces moments-là. Bon, je vois que je fais une longue réponse là, mais je vais répondre deux éléments de cette procès Robert que je trouvais utile. Il y avait deux instances. Une, c'était une prohibition sur la publication. Puis vous pouvez demander plus d'informations à ce moment-là. Donc, c'est une femme qui voulait pas qu'on nomme sa ville natale. C'est pas une particulièrement petite ville. J'aurais pas pensé à ça. Mais elle savait que sa famille pourrait faire une connexion tout de suite. Donc, ça, c'était couvert par l'ordonnance du cours. Puis c'était excellent. J'aurais pas su autrement. Il y avait aussi un appel téléphonique très émotionnel qui a été euh, joué pendant le procès. Puis comme une journaliste, j'ai dit, bon, on a besoin de publier de l'information sur ce sujet. Ça dit beaucoup au sujet de Hogarth, l'état d'esprit de la femme, mais nous avons eu une discussion dans le procès. Puis c'était tellement traumatique pour elle de écouter cet appel le juge ne pouvait pas imaginer l'idée de le republier dans le média. Mais puis j'avais pas pensé à ça dans le moment. Et je pense que c'était quand même impressionnant qu'il n'y a personne qui a republié les informations qui étaient partagées dans cet appel. Donc, il faut penser à c'est quoi notre but à travers ce reportage et est-ce qu'on réussit à y répondre. Et 10 ans passés, peut-être qu'il y aurait eu beaucoup plus de pression à publier ces sortes d'informations, mais je pense que ça parle beaucoup au travail qui était fait de changer les pratiques dans le domaine. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, la différence que vous faites entre un droit légal et les responsabilités morales et éthiques que nous avons. Fréquemment, j'ai déjà eu des jeunes personnes qui ont venu me demander, est-ce que de manière légale, est-ce que je peux faire action X, Y ou Z? Mais bon, des fois, même si c'est légal, est-ce que c'est quelque chose qui est éthique, qu'on peut vraiment se sentir fier d'avoir fait ça aussi? Shannon, j'aimerais continuer avec toi. Comme quelqu'un qui est impliqué dans ce processus depuis longtemps, pourquoi est-ce que c'est tellement important de republier ce guide aujourd'hui? C'est une grande question. Je vais essayer de ne pas prendre trop longtemps pour y répondre. Donc, mais c'est pas juste limité aux violences à caractère sexuel, mais toutes sortes de violences avec
partenaires intimes ou d'autres instances. Il faut avoir une approche intersectionnelle et le média a tellement d'impact sur le discours qui existe dans notre société. Donc, là, cadre que les médias donnent à une récit, ça forme la façon que beaucoup de personnes comprennent les événements et ça peut être de manière très directe ou de très subtile. Et dans notre guide, on essaie de démystifier ces processus pour mettre de l'avant le langage les encadrements qui peut servir à faire honte aux personnes victimes. Donc, un reportage intersectionnel peut réduire des récits négatifs. Donc, la stigmatisation, par exemple, pour les travailleuses et les travailleurs de sexe, ça peut changer les subjectivités qui leur est donnée. Donc, on peut inclure comme un détail dans un reportage que la personne est une travailleuse de sexe ou peut-être même utiliser le terme prostituée sans offrir de contexte et donc pas discutant des systèmes plus larges de marginalisation. Et donc, en incluant ces détails, ça implique que c'était parce que cette personne est une travailleuse de sexe qu'elle a vécu un VAX. Donc, c'est important, bien sûr, d'inclure les témoignages des personnes victimes pour mieux comprendre l'impact de la violence à caractère sexuel sur les personnes marginalisées. Donc, nous avons fréquemment vu des photos de jeunes femmes blanches minces qui buvaient de l'alcool dans des reportages au sujet de les vax. Et on voyait que, bon, ça, c'était les personnes qui sont importantes à considérer en même temps que un peu leur donner responsabilité d'avoir pris des consommations sans considérer la réalité de d'autres personnes qui vivent ces réalités et ces actes de violence. Fréquemment, quand il y avait des reportages au sujet des femmes autochtones qui vivent de la violence, il y avait fréquemment pas de photos, de très petites photos, donc ça les éloigne de notre perception. Il y a aussi un manque d'informations au sujet de la façon que différents groupes de personnes ou de femmes vivent les réalités d'actes de violence. Par exemple, les femmes autochtones qui vivent en lieux éloignés ont moins d'accès aux ressources. Nous savons aussi que les travailleurs de sexe ont plus de risques de vivre des vaccins en raison d'une manque d'encadrement légal qui les protège. Avoir une approche intersectionnelle peut réduire la possibilité d'offrir une caricature unidimensionnelle de certains individus. Donc, dans un rapport, un reportage, on pourrait inclure le fait que les femmes noires et autochtones ne se sentent pas à l'aise de faire des signalements aux polices, étant donné la façon qu'ils ont été stigmatisées et judiciarisées. Et à travers leur vécu de racisme anti-autochtone et anti-noir. Comme Audre Lorde le dit, il n'y a aucune lutte sur une seule enjeu parce que nous vivons pas nos vies à travers un seul enjeu. Si on veut représenter la complexité du violence à caractère sexuel et continuer de répandre des stéréotypes, il faut qu'on approche nos reportages avec une méthodologie intersectionnelle. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié les exemples que tu as donnés aussi. Je pense dans le guide, on avait trouvé 6 titres d'articles qui déhumanisaient c'est une fille autochtone qui était assassinée, que ça n'incluait même pas son nom. Ça discutait de
les drogues qu'elle avait dans son système. Ne mentionnait pas que la personne qui l'avait tuée l'avait donné les drogues et ça mettait beaucoup la responsabilité sur elle. Alors, on voit beaucoup cette sorte de choses qui se passent avec les femmes et filles autochtones à travers notre recherche. Donc, Obriana, je sais que tu as beaucoup écrit au sujet de journalisme, les pratiques de true crime et le sensationnalisme. Et on voulait savoir, pourquoi est-ce que tu penses que c'est tellement important de prendre une approche qui est informée par les traumatismes? Oui, merci beaucoup. Je pense que Shannon, tu as couvert beaucoup de points importants dans ta discussion de l'intersectionnalité. Mais je pense que c'est important quand nous considérons euh, avoir conscience du traumatisme et de l'intersectionnalité. Il ne faut pas se limiter à des points de vue qui est largement connu, que se limiter à la question de représentation. Et c'est bien sûr, c'est quelque chose qui est important, puis c'est des impacts très positifs pour les personnes marginalisées, mais ce n'est que le début quand c'est la pratique de partager les récits de personnes marginalisées de manière qui, bon, c'est factuel, mais aussi responsable. Une modèle de journalisme qui prend en compte les traumatismes, a besoin d'essayer de inclure les complexités de ces communautés, de leur vécu, les défis auxquels elles font face, mais aussi leurs forces. Tout le monde qui est inclus dans un reportage, c'est des personnes en entier et il faut représenter leur complexité, leurs forces aussi. Pour moi, le journalisme, c'est une question d'information, de promouvoir la promotion pour créer un bien commun. J'essaie de s'assurer que les personnes ont la bonne information pour pouvoir bien comprendre un reportage ou un récit. Il faut comprendre les nuances, les complexités, les intersections qui ne sont pas toute l'expérience vécue de toutes et tous. Et donc, de pouvoir bien comprendre et s'assurer qu'on contribue à cette bien commun au lieu de créer d'autres torts ou dommages, ce que nous voyons beaucoup dans l'industrie de la média et particulièrement dans le domaine de true crime que tu as mentionné. Et donc, cette approche qui prend compte le traumatisme est vraiment euh, cruciale et fondamentale à presque tout ce qu'on fait. Je trouve que j'en parle beaucoup avec beaucoup de différentes personnes, beaucoup de différents contextes pour bien comprendre la réalité de la situation dans les médias présentement. Donc, ce n'est qu'un début d'une réponse, mais je vais m'arrêter là pour pouvoir continuer. Oui, le journalisme qui prend en compte les traumatismes, ce serait simplement de s'assurer. Puis je pense, Alicia, on avait inclus un de tes tweets dans le guide que quand vous faites une enfilade du procès, d'inclure des informations pour comment avoir accès au soutien, aux ressources. Vous pouvez aussi mettre ça dans un article ou un reportage. Et comme vous l'avez mentionné, de pas juste discuter les défis d'une certaine communauté, mais aussi ses forces et la guérison. Donc, pas juste les horreurs qu'ils ont vécues, mais les guérisons qu'ils ont vécues, les ressources qui existent. Alors, pour Robin et Alicia, j'ai une autre question qu'on ne vous a pas donnée en avance, mais j'aimerais vous demander, donc, il y a eu une certaine résistance à prendre une méthodologie qui est informée par les traumatismes en journalisme ou de travailler de différentes façons. Je pense que j'ai vu un article récemment qui disait que présumé a utilisé 5 fois dans une paragraphe. On a besoin d'utiliser présumé. On ne peut pas avoir un biais. Donc, on ne peut pas être trop informé conscient des traumatismes parce qu'on pourrait être biaisé. On a besoin de raconter l'histoire comme qui a vraiment passé, on peut pas trop changer, mais c'est quoi vos recommandations pour de nouvelles journalistes qui rentrent dans l'industrie pour savoir comment qu'elles pourraient répondre à ces sortes de questionnements ou euh, ces idées. Ouais. Nous, on a déjà eu beaucoup de discussions à ce sujet. J'ai beaucoup appris de toi. Et ça, moi, je travaille au Globe and Mail. C'est vraiment
l'autorité dans le journalisme. C'est la même chose pour Alicia au Toronto Star. C'est vraiment des institutions, des piliers de l'industrie journalistique. Donc, essayer de dépolitiser, qu'est-ce que ça veut dire d'être informé ou conscient, de prendre en compte des traumatismes. Normalement, je n'utilise pas le terme de la prise en compte des traumatismes quand on discute les personnes plaignantes, et j'utilise ce terme aussi, ce n'est pas les personnes survivantes, pas les personnes victimes, la personne plaignante. Et quand je fais une entrevue avec eux, je veux avoir les meilleures informations possibles et la meilleure façon d'avoir accès à cette information, de s'assurer qu'elles se sentent ou qu'ils se sentent à l'aise et en contrôle. Parce que essayer de euh, forcer quelqu'un à dire quelque chose, ce n'est pas une bonne façon de trouver des informations. Comme Elijah a dit, ça fait une décennie, on n'avait pas les mêmes discussions qui avaient lieu dans les salles de presse. Quand j'ai débuté, ça fait 15 ans, on nous apprenait que c'était comme une extraction d'informations et ça t'appartient par après. C'est ta décision de l'imprimer ou pas l'imprimer ou le publier. Mais maintenant, l'approche est beaucoup plus collaborative. Personnellement, je suis dans des conversations constantes avec les personnes plaignantes, avec mes sources, et c'est quelque chose que je discute avec les éditeurs. Et il y en a qui sont plus vieux style. On n'a pas de. C'est pas comme ça que nous travaillons, mais oui, c'est important. C'est la personne qui a caractérisé de manière négative dans un reportage va recevoir une très longue courriel que je leur envoie. Tous les faits qui vont être expliqués, la façon que c'est présenté, il n'y va y avoir aucune surprise. Mais depuis longtemps, les sources, les personnes vulnérables qui nous informent dans notre reportage, ils n'ont aucun avis qui leur est envoyé avant que c'est publié. Puis je trouve que c'est un peu ridicule. Et pour moi, c'est très fortement lié au consentement. Je pense que quelqu'un qui euh, euh, leurs droits ils ont été atteints, puis la frustration que leur est d'avoir aucun contrôle sur leur propre histoire ou récit. Donc, comme je l'ai dit avant, j'ai une pré-entrevue, je passe à travers le processus. Je suis un journaliste qui enquête. Ça pourrait prendre un an pour finir le reportage. En fait, on a pris un an et demi avant une publication. Et moi, ma responsabilité, c'est d'être sceptique, que ça soit une agression sexuelle, que ce soit les services de policiers, politiciens, politiciennes, c'est ma responsabilité d'être sceptique. Ça, c'est mon perspective et pour moi de mieux, la façon que je peux mieux vous raconter une histoire. Il y avait une histoire d'horreur à Rolling Stone qui avait publié un reportage au sujet d'une agression sexuelle sur les campus qui a été immédiatement démontré que qui était fausse par d'autres journaux et ils ont donc euh, il y a eu des évaluations par après et la source qui avait dit qu'elle était nerveuse et qui voulait pas continuer mais savait pas euh, comment dire non. Et les journalistes ont dit qu'ils voulaient pas pousser sur certaines questions parce qu'elle voulait pas la retraumatiser, mais vous l'avez pas assisté. Ils n'ont pas assisté cette source avec ce processus parce qu'elle était complètement humiliée par après. Et donc, je sais, en discutant de ces pratiques avec des collègues ou différentes personnes, j'essaie de pas rentrer dans des termes polarisés. Donc, c'est pas important le mot qu'on utilise si on met les pratiques en œuvre. Oui, et je pense que c'est quelque chose qu'on a discuté même avec ce guide. On avait une excellente éditrice sur cette guide et on avait beaucoup de discussions pour dire que oui, on veut avoir un langage là-dedans qui nous permet de parler de ce qui se passe, mais aussi qui permettra aux salles de presse, au journal, de le mettre en œuvre. Bon, voici des gauchistes, gauche qui essayent de détruire l'institution de la journalisme. Mais non, c'est ça qu'il faut éviter, c'est qu'on essaie de l'améliorer, de faire plus fort. Encore, je vais le dire, je travaille pour le Globe, c'est une institution centrale
Il y avait beaucoup de soutien dans la salle de presse et je sais que c'est le même au Star aussi, mais c'est pas universel, il y a toujours plus à faire. Mais quand on est capable de s'asseoir, d'expliquer pourquoi qu'on le fait, comment que ça produit une meilleure reportage, tout le monde est capable de voir, ben oui, ça fait du sens, on va faire ça, on va le mettre en œuvre. Et pour toi, Alicia, moi, je suis vraiment d'accord avec tout ce que Robin a dit. Je pense que tu le regardes pour essayer de comprendre comment qu'on améliore notre pratique en tant que journaliste. Je parlais peut-être à cette idée de l'objectivité. Je pense que c'est un élément très important. De plus en plus, nous comprenons que l'objectivité, c'est un mythe. Il n'y a personne qui est objectif, ou plutôt le fait que les personnes qui sont vues comme objectifs, ce n'est pas moi, c'est le point de vue de quelqu'un d'autre au sujet de l'objectivité. Et particulièrement des journalistes plus jeunes, qu'est-ce que ça mène à la table, des personnes racisées avec différentes vécus, qu'est-ce qu'ils amènent à leur travail. C'est pas qu'on n'est pas objectif, tout le monde a un biais. Donc, c'est important de les comprendre et d'être conscient, d'être ouverte à ces réalités, de amener notre capacité de créer une connexion puis comprendre qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un. Si je fais une entrevue avec quelqu'un que je suis capable de mieux comprendre parce que c'est des expériences que j'ai déjà eues, que moi j'amène à mon travail, il y a beaucoup de valeur à cette réalité. Ça me permet de mieux raconter cette histoire d'une manière qui est plus honnête, a plus d'impact, c'est une, c'est quand même négatif de seulement regarder les choses de un point de vue. Et je pense que Shannon Orbiana avait mentionné cette idée de rentrer dans les complexités de les récits des individus. Quand on est journaliste, les personnes veulent avoir un récit, un début, un milieu, une conclusion. C'est beaucoup plus facile quand tu as cette cadre pour raconter une histoire. Mais la réalité est toujours plus complexe que ça. Farah et moi, nous avons discuté sur comment écrire des reportages au sujet des personnes qui veulent euh, se défaire d'un récit qui sont déjà donnés ou qui décident de faire une plainte ou ne pas. Puis c'est des difficultés, des complexités qu'il faut inclure, mais on peut pas le faire de manière adéquate si on essaie juste d'avoir ce désir d'être objectif ou utiliser un point de vue qui n'est pas réel. Donc, j'encourage tout le monde qui rentre dans ce domaine de vraiment vous engager avec ces réalités. Euh, quelque chose était un enjeu pour moi quand je débutais dans mon travail dans le système judiciaire. Je voulais pas être trop passionné. Je travaille beaucoup avec des personnes incarcérées qui sont accusées de différents faits. Donc, on peut penser aux choses de manière holistique. Ce n'est pas une mauvaise chose. Vous pouvez pleurer, vous pouvez avoir des émotions, vous pouvez vous demander si vous faites la bonne chose. Vous n'avez pas besoin d'être dur. C'est juste la merde qui a été fabriquée et propagée. Vous n'avez pas besoin de faire les choses comme qu'ils ont toujours été faites. Alors, je donne écho à Robin que on a eu plus de compréhension pour cette réalité en raison du travail qui a été fait pour avancer la compréhension de toutes et tous et leur capacité d'écouter et de changer. Et j'aime beaucoup quand tu discutes cette question du biais. Parce qu'il y avait une journaliste du Washington Post qui a été dit qu'elle pouvait pas écrire une certaine reportage parce que elle avait déjà vécu un harcèlement sexuel et donc elle avait un biais. Et je trouvais ça intéressant. Est-ce qu'ils ont déjà demandé
un homme qui fait un reportage, est-ce que vous avez déjà commis une agression sexuelle avant de leur demander de faire un reportage à ce sujet? Il pourrait aussi être une personne survivante, mais c'est intéressant de est vu comme avoir un BIA et qui ne l'est pas. Mais c'est vraiment important. Et je pense que c'est une question cruciale. Comment est-ce qu'on peut faire contact avec les personnes avec lesquelles il faut faire contact? Nous avons vu euh, le nouveau vague de personnes qui ne sont pas journalistes, mais qui agissent comme journalistes en faisant des reportages quotidiens sur une question, comme nous avons vu dans le procès entre Johnny Depp et Amber Heard. Et maintenant, il y a aussi des personnes qui écrivent des reportages sans travailler pour une institution donnée. Donc, comment euh, propager puis continuer cette conversation au-delà de les institutions comme le Globalist Star plus largement. Donc, Obriana et Shannon, comme des personnes qui ont contribué aux rédactions de cette guide, c'est quoi les éléments que vous trouviez particulièrement importants à inclure dans les guides ou qui étaient difficiles pour vous à écrire pour ça? Parce que je sais que vous avez discuté de différents aspects. Donc, quand c'est avec toi, Obriana. Oui, merci beaucoup, Farah. Une chose que j'étais très content de voir dans le guide, je pense que Robin a fait un excellent travail dans son section au sujet du processus d'entrevue et des pièges que des fois les journalistes peuvent se retrouver dedans. Je trouve que c'est important que le guide explore tous les aspects du processus de reportage, que ça va de l'entrevue jusqu'à l'écriture, les images qui sont utilisées, parce que c'est une institution très large, très diverse dans laquelle nous travaillons. Il y a beaucoup de personnes qui ont un contact avec un reportage avant que c'est publié. C'est pas toujours le journaliste qui a la dernière décision à prendre, ou ce qui est inclus, ce qui ne l'est pas. Donc, le fait que cet point de vue est intégré à travers le guide est très utile pour capturer les sortes d'actions qui ont besoin d'être mises en place pour créer un changement systémique que nous cherchons et que nous avons besoin de mettre en place. Donc, c'était vraiment un grand plaisir pour moi de travailler sur ces sections en particulier. Merci, Obriana. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Aubriana a fait beaucoup de travail dans l'arrière-plan pour la vérification des faits et j'ai beaucoup appris au sujet de cette pratique et donc on a une discussion vraiment intéressante et difficile au sujet de la façon que sont rapportées des histoires en lien avec des femmes et filles noires et autochtones. Et pour toi, Shannon, c'est quoi quelque chose qui est survenu pour toi dans la rédaction? Je pense que la section sur pourquoi ce n'est pas toutes les personnes survivantes qui font ça également, c'était tellement important. C'était dans le guide original, nous l'avons mis à jour. Je pense que c'est une des mythes de la culture de viol qui persiste si que l'idée qu'une personne victime qui passe beaucoup de temps avant de faire un signalement, ça met de la doute dans leur récit. Mais si on comprend réellement les effets du traumatisme, la réalité est que beaucoup de personnes ont, ça peut prendre longtemps pour accepter ce qui est arrivé, comprendre ce qui est arrivé. Donc, il faut considérer qui se sent à l'aise de faire un signalement, qui qu'on croit quand ils font un signalement, quels systèmes sont en place qui créent des barrières pour elles et eux de avoir accès aux justices. Donc, je pense que bon, moi, je continue toujours à apprendre à ce sujet parce qu'il y a tellement de barrières au signalement et c'est quelque chose que tout le monde devrait mieux comprendre, pas juste les journalistes, pour augmenter leur empathie et compréhension. On ne devrait pas avoir une attente sur les personnes survivantes de guérir et chercher la justice d'une seule façon. Mais vraiment, ouais, c'est une question de pratiquer son empathie, je pense. Oui, je pense que cette section-là est très importante
Et je pense, j'aime beaucoup que tu avais identifié qui a le droit d'être vu comme une personne survivante et qui ne l'a pas. Euh, J'étais sur une émission de discussion et avec quelqu'un de droite, un écrivain qui disait que tu peux même pas considérer cette personne-là une personne survivante parce qu'ils n'ont pas passé à travers le processus judiciaire. Donc, il y a toujours cette question. Il y a très peu de personnes survivantes qui passent à travers le processus également légal. Et fréquemment, ce n'est pas les femmes racisées, les femmes autochtones, les travailleuses de sexe, c'est qui sont écoutées, qui sont on croit leur récit. Donc, si on a un rôle à jouer, à s'assurer que ces récits sont entendus, qu'on a la chance de les croire, c'est beaucoup de travail à faire là. Donc, on a vraiment un excellent public ici. Est-ce que vous aurez des questions à poser? Il nous reste 8 minutes. Donc, si vous avez une question brûlante, vous pouvez la mettre dans la boîte, la fonction de questions-réponses, dans le clavardage aussi. Mais sinon, bon, je vais demander une autre question aux panélistes avant qu'on va à notre public. Donc, si vous êtes en train de parler avec une personne survivante ou une journaliste, c'est quelque chose que vous voudriez qu'il ou elle sache avant de rentrer dans un processus. Donc, on a beaucoup parlé ici des reportages écrits, mais le guide couvre plusieurs différentes médias et formats. Donc, Robin, c'est quoi quelque chose que tu dirais à une personne survivante ou une journaliste au sujet d'un reportage à ce sujet? Je vais faire ça très rapidement. Je sais qu'on est court de temps. La discussion que j'ai toujours avec tout le monde, comment est-ce que tu vas vous sentir quand c'est publié? Et d'essayer de penser. Ce n'est pas comme raconter une histoire dans les années 70 ou 80 que ça va c'est partir de l'espace public. Google existe maintenant. J'ai ces discussions fréquemment avec des personnes jeunes qui sont survivantes. Oui, mets mon nom, mon image dans l'article. Peut-être c'est en 18 ans, mais quand tu vas te sentir dans 10 ans, si quelqu'un lit ça, c'est pas parce que tu devrais avoir honte, mais nous vivons quand même dans un monde où il y a des enjeux. Il y a beaucoup de personnes, de femmes qui ont participé dans Unfounded, ça leur a offert une certaine puissance, mais il y a beaucoup d'autres femmes qui ont eu des réponses difficiles et beaucoup d'entre elles qui ont été contactées par d'autres personnes survivantes. Puis c'est bien sûr d'avoir ces contacts-là, mais ça peut être très demandante aussi. Et c'est pas toutes les histoires, même s'il y a une valeur journalistique que c'est nécessaire de la raconter. La pire chose, ça serait si quelqu'un t'appelait quelques mois plus tard pour dire je les regrette, j'aurais pas dû faire ça. Puis ça m'est déjà arrivé. Et c'est vraiment, peu importe la préparation qu'on fait, c'est la pire sensation qu'on peut avoir. Alors vraiment toujours s'assurer que vous avez tout fait pour vous assurer que c'est le bon voie à prendre. Je vais simplement ajouter de ce que Robin a dit. Tu as du pouvoir dans ce processus. C'est un consentement éclairé. Pose toutes les questions que vous voulez. Cherchez toute l'information que vous voulez. Prends votre temps. Vous avez du pouvoir, l'objectivité dans ce processus. Il y a une dynamique de pouvoir qui existe. Tu peux travailler avec une journaliste pour en discuter. Si vous avez des questions, s'il y a des détails que vous trouvez sont trop personnels, si vous travaillez avec un journaliste ou une journaliste pour qui c'est important, ils vont avoir cette discussion avec vous. Mais c'est aussi important de savoir avec qui que vous parlez. C'est correct de faire une recherche sur Google, voir c'est quoi le sens de reportage que cette personne fait, dans quel média. Ces discussions sont toujours importantes et c'est important pour les sources de savoir qu'elles ont beaucoup plus de contrôle sur le processus que peut-être il ou elle pense. Et Ariana, pour toi?
Il y a tellement que je voudrais dire, mais les deux éléments importants à l'achat, je pense qu'il y avait quelque chose de très important là, le consentement éclairé. Mais je pense, du point de vue d'une journaliste, ce n'est pas tout le monde qui sait tout ce que vous saviez. Il n'y a pas tout le monde qui sait le processus d'entrevue, de savoir qu'est-ce que c'est de faire un commentaire qui est sur le record, hors le record. C'est beaucoup qu'on peut faire pour partager cette information. C'est une question d'accessibilité. L'autre aspect, je dirais, c'est les bien-être communautaire. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Je pense que beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'elles ont beaucoup de pouvoir sur le récit quand tu travailles avec une journaliste. La plupart des journalistes qui vont respecter vos demandes. En tant que journaliste, d'assurer le soin communautaire, le bien-être communautaire, pas juste avec la personne, votre source, mais tout le monde avec lequel vous travaillez. Expériences vécues, différents aspects de leur identité, et donc juste de voir comment que ça va pour tout le monde qui est impliqué dans le processus, d'écouter, d'apprendre. Je pense que cette pratique d'apprentissage, de se mettre en question, de mettre en question les processus, puis voir s'il y a d'autres systèmes qui pourraient mettre en place. C'est vraiment des éléments clés de faire ce travail d'une manière qui est réellement, qui prend réellement en compte les traumatismes. Shannon, dernière parole. Oui, juste toucher sur plusieurs des conversations que nous avons eues, souligner le fait que l'objectivité, ça n'existe pas. Quand nous faisons des formations avec les médias, si j'écris d'une façon qui ne met pas la responsabilité sur la personne victime, est-ce que j'écris d'une façon biaisée, mais en réalité, peu importe la façon qu'on écrit à un sujet, il y a un biais qui est inclus. C'est biaisé d'une façon ou d'une autre. Et donc, il faut considérer la responsabilité que nous avons pour utiliser un langage des images qui ne cause pas de nouveaux torts aux personnes survivantes et qui permet le public à mieux comprendre la façon que les agressions sexuelles et les violences sexuelles fonctionnent. Et c'est pour ça que nous l'appelons c'est notre guide sur les bons mots à utiliser. Et, ce qui est les bons mots, ça change avec les temps aussi, avec les changements dans l'industrie du journalisme, avec ces conversations. Je veux vous remercier à tous nos panélistes pour être ici avec nous. C'est vraiment mon panel de rêve pour pouvoir discuter de ces enjeux. Vous avez tous fait tellement pour avancer ces conversations. Je veux aussi remercier les autres autoritrices du Guide 2023, Oman, Aubriana, Inus, Carolyn, Isabella, Natasha, Darshana. Merci tellement. Je veux remercier Kitty pour le graphisme. Je veux remercier Emily Matthew pour tout le travail de rédaction incroyable et sa patience sur les années. On a aussi un groupe de conseils qui nous soutiennent et je veux remercier l'équipe à Courage DG Responsibility Seeds pour tout le travail qu'elles font dans l'arrière-plan pour s'assurer qu'on a pu avancer ce projet. Laura, Emily Allen, merci beaucoup et finalement, je veux vous remercier toutes et tous pour être ici avec nous. Le média forme la façon qu'on comprend nos vies, nos communautés. Alors, c'est tellement important que nous entrons en discussion avec les médias. Quand nous avons débuté le projet au sujet des bons mots, c'était fréquemment une relation plus adversariale avec les médias. Et maintenant, dans la dernière décennie, nous avons réalisé qu'il faut travailler en partenariat. Il y a des journalistes, des publications qui veulent changer. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler avec eux pour s'assurer que les personnes survivantes ont la possibilité de raconter leur histoire d'une façon qui est positive pour leur communauté et pour leur propre guérison? Merci à toutes et tous pour être ici avec nous. Vous avez accès au guide à travers le lien. On va avoir d'autres guides qui vont sortir à la fin du mois. On a une guide qui va sortir au sujet du travail avec les personnes survivantes noires.
Et aussi, bon, merci beaucoup à tout le monde et une bonne journée.